dans la ville antique nubienne qui est fondée vers 2400 avant Jésus-Christ et qui va se développer pendant environ 1000 ans. C'était un travail énorme que le dégagement de tout cet ensemble, puisque on a travaillé pendant plus de 30 ans pour essayer d'avoir une idée générale de la ville. C'est une ville complexe qui était une capitale durant cette période durant laquelle le royaume de Kerma se développe et sera bientôt à son apogée. Curieusement, l'érosion a fait disparaître les parties hautes de ce site. Dès lors, il suffisait par endroits de donner quelques coups de balai pour avoir un mur, pour avoir une série de murs appartenant à différentes périodes. Donc, c'était un long travail minutieux dont je suis très heureux parce que, curieusement, on connaît mal les villes de la vallée du Nil. Presque toutes les villes égyptiennes sont recouvertes par des villes modernes. Donc il est impossible de faire un dégagement d'une telle ampleur ici, puisque on a une ville qui fait à peu près 700 mètres par 600 mètres. Donc une surface considérable. Et on a eu la chance, ce qui est très difficile en archéologie, de continuer opiniâtrement pendant l'idée que l'on peut se faire aujourd'hui de cette ville ancienne est très intéressante parce que l'organisation, l'urbanisation nous montre qu'on est dans une capitale, mais une sorte de ville artificielle. Ça n'est pas une ville de fermiers ou de pasteurs avec leurs troupeaux, c'est une ville qui dirigeait un énorme royaume et où se trouvaient les rois, où se trouvaient les grands dignitaires du royaume. Dès lors, on retrouve une quantité de très grandes maisons, et c'est pas l'habitude quand on fouille des villages aux alentours, ou des bourgs. Donc, une ville un peu spéciale, qui a été fortifiée successivement par des murailles considérables, et qui est devenue au cours du temps vraiment un très grand centre d'échange entre l'Afrique centrale, la mer Rouge, les bords de la mer Rouge, les mines d'or qui sont à 200 km à l'est d'ici, dans les montagnes de la mer Rouge, et le Kordofan qui est au sud du Sahara, où on a une route très célèbre qui s'appelle la route des 40 jours, parce qu'on sait qu'avec du bétail, si on met plus de 40 jours, eh ben les animaux vont y rester. C'est une ville dont le centre est occupé par un quartier religieux. Mais il ne faut pas vous figurer que le quartier religieux, c'est simplement une série de temples ou de chapelles. C'est une institution, c'est-à-dire que dans ce quartier religieux, on va manufacturer des produits, on va emmagasiner des objets, des marchandises rares, puis on va les exporter ensuite ou en direction de l'Égypte ou en direction du Sud. À côté et en relation avec ce quartier religieux, il y a la résidence du roi et son palais cérémoniel qui était dans le quartier religieux. Sa résidence était à l'extérieur. Il y a une troisième institution qui est visible dans la ville, c'est une petite agglomération extérieure au centre de la ville, qui est séparée de la ville par un fossé. Il faut vous dire que tout l'ensemble était une île, avec des branches d'une île de part et d'autre. Et là, il y a une branche spécifique qui sépare la ville de cette ville secondaire, avec des chapelles où on pratique le culte des rois défunts,
et où on fait des offrandes aux dieux pour que ces rois défunts aient une vie remarquable. Vous voyez que j'ai choisi de restaurer ces vestiges avec des murs récents qui recouvrent exactement au même endroit les murs anciens, parce que le danger, c'est que le passage des touristes, mais aussi l'érosion du vent qui continue, va détruire ces vestiges. Donc c'est le moyen de les protéger et de les rendre visibles pour les visiteurs. Nous allons maintenant gravir cette défoufa, les escaliers de cette défoufa. Qui veut dire Que c'est une construction faite par l'homme et qui se détache dans l'horizon. Et alors on parle de difi, c'est un terme nubien. On parle de difi ou de défoufa qui signifie vraiment une construction faite par l'homme de grande dimension. Alors évidemment ici c'est vraiment le cas, puisque cette construction, elle ne s'est pas faite d'un coup, elle est sans arrêt restaurée, réaugmentée, rehaussée, et c'est une étude qu'on a pu mener dans de bonnes conditions, puisque on a tourné autour pendant 30 ans. Alors, ce qu'on voit devant nous, c'est justement la résidence du roi, et vous voyez une construction arrondie, dont on aurait bien de la peine à trouver un exemple au nord de la région où nous sommes, puisque c'est typiquement une architecture africaine qu'on retrouve par exemple dans les palais royaux d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest. Alors là, c'est une salle d'audience où le roi recevait les gens, et il y avait tout un quartier de huttes tout autour pour servir les grandes manifestations qui pouvaient avoir lieu à cette époque. Alors, elle est constituée de plusieurs monuments qui se sont succédés sur le même emplacement. C'est un emplacement sacré et peu à peu, le niveau est monté, ça s'est agrandi. Et au fond, ça a été notre travail d'essayer de comprendre ces successions de bâtiments. On a retrouvé à peu près une trentaine de reconstructions du bâtiment, mais il y en a sans doute plus. Et on est descendu jusqu'au sol naturel à côté pour pouvoir bien comprendre les premiers niveaux qui commencent par des huttes très simples, puis peu à peu des chapelles qui deviennent de plus en plus importantes. Et là, le bâtiment aujourd'hui a encore une 18 mètres de haut. À l'origine, il avait 25 mètres ou 30 mètres. Donc, en briques crues et en pensant à son âge, c'est un des monuments les plus anciens et les mieux conservés qu'on puisse voir de ce genre, parce que la brique crue généralement disparaît très vite par les sébachines, c'est-à-dire les fermiers qui utilisent cette terre très bonne comme engrais. Et dans ce cas-là, elle a miraculeusement été conservée et résisté. Si elle a résisté, c'est probablement parce qu'elle avait une protection divine et qu'on se méfiait un tout petit peu. Quand je suis venu la première fois, Gad, que vous connaissez, m'a dit oh, « tu monteras jamais sur cette défoufa pendant la nuit parce qu'il y a Fatma défoufa et c'est très dangereux. » Fatma défoufa. Et c'était une ombre blanche qu'on voyait, qui apparaissait certaines nuits. Et puis, on est monté, on a même fait des feux d'artifice pendant la nuit. Donc, elle nous a protégés, cette Fatma défoufa. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on monte latéralement dans ce bâtiment. On ne monte pas de face comme les temples égyptiens. Donc là, c'est une caractéristique qui montre la différence entre l'Égypte et ici. On est vraiment dans une culture complètement originale, culture nubienne étonnante. Et ce grand escalier nous mène, on est en train de le gravir, nous mène
à une chambre centrale où nous arrivons. Et cette chambre centrale avait un autel en pierre blanche. C'est une pierre rarissime ici. On n'a pas retrouvé les carrières. C'est un marbre dolomitique, un marbre blanc magnifique, et qui a des reflets verdâtres d'ailleurs. Et il s'agit sans doute d'un autel où on sacrifiait des moutons, puisque dans un des angles de cette pièce, il y avait du fumier de mouton, donc qui restait là avant le sacrifice. On emprunte un escalier qui est plus étroit que celui qu'on a emprunté jusqu'à la chambre principale, et on va sur le toit où j'ai retrouvé des fondations qui pourraient indiquer qu'il y avait une chapelle, peut-être en relation avec un culte solaire, comme en Égypte, puisqu'évidemment c'était important d'avoir la relation entre le lever du soleil et la vie de jour et la nuit. Donc le culte se passait ici. Alors ça c'est un culte secondaire, Oui. Qui effectivement devait se dérouler là au-dessus, où il y a, comme vous pouvez le voir, une vue splendide, ouais. Et où on apprécie vraiment bien le pays. Alors on voit Doukigel là-bas, qui est tout près, et on se rend compte de l'ampleur de la ville, Ouais. et de toutes les zones qu'on a fouillées durant ces dernières années.